Alors, les anglophones qui veulent des appareils, allez les chercher. Je vais vous présenter maintenant Sean Iserhoff. Il est conseiller au Conseil de la Nation Cree de Mistissini. Hilda Snowball, qui est inuite de Nunavut. Elle est mairesse du village nordique de Kanjik-Suluojwak. Kristen Skansen de la Saskatchewan. Elle a métier... elle est chercheure en gouvernance autochtone de l'Université de Victoria, Lorraine Rickman, Ontario, Nation Serpent River, à Elliott Lake, ancienne directrice de l'Association de la foresterie autochtone. Et nous avons avec nous Gista Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations et du Québec et du Labrador. Alors, Sean Isenhoff. Alors, bonjour. Hugo a mentionné le symbole de loi sauvage, un symbole dans 2 semaines. Beaucoup de membres de la Nation Cree seront partis à la chasse traditionnelle. Les écoles ferment, les organisations, tout ferme. C'est une façon de transmettre les connaissances traditionnelles des parents aux enfants. Merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui. Je suis très heureux de faire partie de ce panel et de parler au nom des membres de ma communauté. J'accueille mes autres collègues, Hilda, Christine, Lorraine et Ghislain Picard. Merci à vous tous de vous déplacer pour partager avec nous vos inquiétudes, vos connaissances et aussi pour démontrer votre détermination à contrer les effets néfastes de l'exploration et de l'exploitation de l'uranium sur notre terre-mère. J'aimerais également remercier les représentants des Premières Nations et de partout dans le monde qui ont pris du temps dans leur horaire très occupé pour assister à ce symposium mondial très important sur l'uranium ici à Québec. Je suis Shane Iserham, je suis conseiller au Conseil de la Nation Cree et je participe à la bataille avec des membres de ma communauté contre l'exploitation de l'uranium. Au nom de mon chef du Conseil de la Mistissini, je suis ici, je représente aujourd'hui le Conseil de la Nation Cree de Mistissini. Au nom de ma communauté et de mon chef, Richard Capio, qui n'a pas pu venir ici aujourd'hui avec nous. Je suis certain que certains d'entre vous, vous savez très bien qu'il y a quelques semaines, un accident tragique a frappé notre communauté. 5 jeunes ont péri dans un incendie. Des chasseurs qui étaient partis chasser sur le terrain qui ont péri dans l'incendie de leur cabane de chasse. J'aimerais dire que, comme membre de la Nation Cree de Mistissini, je veux vous assurer que une des tâches importantes pour nous, c'est de préserver nos traditions, l'intégrité de nos terres et aussi le bien-être des membres de notre communauté. Il y a plusieurs années, notre communauté a vu l'impact de l'exploitation et de l'uranium. Quand une compagnie s'est intéressée à l'exploration sur nos territoires traditionnels, les Wishu, qui veut dire « terre du peuple ». À cette période, les membres de la communauté ont vu de plus en plus les dangers de l'uranium sur les territoires et les gens se sont réunis. Encore aujourd'hui, on fait front pour lutter contre l'exploitation d'uranium. Une partie de ce mouvement est assurée par nos gens. L'effort aussi du Conseil des Cree qui assisté du Conseil des jeunes. On travaille ensemble pour sensibiliser les gens et aussi pour prendre l'opinion des gens des Liuishi. On est tous inquiets. On a des doutes sur l'utilisation de l'uranium sans mettre en danger nos terres traditionnelles. La position de notre communauté est toujours très claire. Aucun projet minier d'uranium sur notre terre sans notre consentement préalable.
nos droits comme Autochtones en priorité. Mais aussi, il est clair que nous ne sommes pas seuls au Québec qui avons cette vision assez négative sur l'exploitation minière de l'uranium. Pour beaucoup de gens, quelles que soient les promesses de possibilités économiques, ça s'estompe si on écoute les promoteurs et on voit le ton très optimiste des présentations sans tenir compte des enjeux et des problèmes pour les gens à long terme. Compte tenu de la gravité de cette situation, malheureusement, les gens n'ont pas eu accès à toute l'information requise sur l'impact à long terme de leur vie traditionnelle et aussi sur leur terre. Sans influencer nos décisions, peut-être que ça nous aurait permis d'avoir un dialogue plus éclairé avec les promoteurs. Aussi, l'exploitation de l'uranium et des métaux a causé tort à l'environnement et aux communautés de toute façon, mais les véritables impacts ne se verront qu'à l'avenir. Il faut considérer les répercussions pour les générations futures. Rien d'étonnant qu'il y a beaucoup de scepticisme dans nos communautés. Les compagnies minimisent les risques, parlent de contrôle de risques comme si ce projet était comme n'importe quel autre projet. On sait très bien que ce n'est pas le cas. La gestion négligée des déchets peut être très menaçante pour les générations à venir. Il y a beaucoup d'opinions divergentes. On pense que les recherches ne peuvent pas conclure que l'exploitation de l'uranium est sans danger pour les générations à venir. Nous avons une responsabilité. Nous devons prendre des décisions pour le bénéfice des générations à venir. Pour l'uranium, la gestion des déchets est très importante. Ça fait frémir. Ça peut prendre même des dizaines de milliers d'années avant que les dangers des déchets soient éliminés. Donc, c'est impossible de dire, sans l'ombre d'un doute, qu'on a cerné tous les dangers potentiels de l'exploitation minière de l'uranium. Ceci étant dit, les études sont incomplètes. Et ceux qui disent le contraire ne nous rendent qu'encore plus sceptiques. Étant donné que, dans une grande mesure, on se traduit par notre... on est rattaché à nos terres traditionnelles, ça nous décrit qui on est, qu'est-ce qu'on fait sur nos terres. Ce territoire nous appartient et nous appartenons à ce territoire. C'est notre mère terre. La conservation dépend de... Notre existence dépend de nos terres. Toute promesse qui menace nos terres nous menace notre existence. C'est un risque que nous ne sommes pas prêts à prendre. Comment être certain que les déchets pourront être bien gérés dans les milliers d'années à venir? Les CRI vont se mettre ensemble, souder les coudes pour cesser le développement minier de l'uranium sur nos terres. Nous l'avons dit souvent, plusieurs occasions, aucune exploitation minière de l'uranium sur nos terres. Nous avons vécu sur nos terres traditionnelles, sur nos terres depuis des temps immémoriaux. Nous sommes tout à fait contre tout développement dans le domaine de l'uranium. C'est à l'encontre de nos croyances et de notre vie. Il n'y a pas d'acceptation sociale sur tout projet traditionnel, ni maintenant, ni dans le futur. En terminant, je suis très heureux d'avoir pris la parole au nom de ma communauté au cours de ce symposium. Je remercie tous nos alliés, les Autochtones, les non-Autochtones, qui se lèvent contre les mines d'uranium. Le symposium est un autre exemple des actions prises et une bonne façon de comprendre qu'on ne doit pas nous enlever nos terres à cause de projets dangereux. Les solutions à court terme ne sont pas les meilleures. Ce scénario pour l'uranium est un scénario catastrophique pour les générations à venir. 300 municipalités du Québec ont adopté des résolutions contre l'uranium.
et aussi l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. On n'est pas seul. Et aujourd'hui, on voit que beaucoup de gens dans le monde se liguent contre l'uranium. Alors, j'applaudis leur initiative et j'applaudis cette alliance qui nous regroupe, les scientifiques, les médecins, les organisations qui s'opposent au développement minier de l'uranium. Je vous laisse avec ceci. Hier, on a montré cette légende au Festival du film sur l'uranium. Le mont Otish est un mont sacré pour nous. Nos aînés parlent d'un géant qui réside dans ces montagnes. Et on parle de ce projet comme étant un géant. Et on nous a dit, non, il ne faut pas réveiller le géant. Miigwech, merci. J'invite maintenant Hilda Snowball. Si je dis « Hey », vous répondez « Ah ». Tout d'abord, je vais faire quelque chose de tout à fait inhabituel. Pour vous, est-ce que vous connaissez les selfies? Thank you. Merci. C'est un honneur pour moi d'être ici, d'avoir été invité à prendre la parole au Symposium mondial de l'uranium au nom de la corporation Makivik et aussi au nom des Inuits de Mékavik. Je suis Hilda Snowball et je suis mairesse du village nordique de Kantutukituak et la population est de près de 1000 personnes. Pour commencer, j'aimerais vous lire les remarques faites par les résidents inuits au cours de l'audience en 2014, en novembre, par le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Le mot qu'on utilise pour l'uranium en Inuktitut, c'est Nuiskut. Ça veut dire quelque chose qui va ne jamais mourir. C'est là éternellement. Et c'est un mot très fort. Et c'est aussi un avertissement très fort. Et il attire l'attention de tout le monde quand on utilise ce mot-là. Le Nunavik est la région la plus nordique du Québec, située au nord du 55e parallèle, habité par des Inuits. Surtout le long des côtes. Il n'y a aucune route, chemin de fer et aucune route ne relie les villages ou le reste du Québec. Nous sommes accessibles par la mer à l'été et par avion. Ma communauté reste dans cette région, située là. Pour des générations et des générations, nous avons vécu avec les ressources du terrain, du territoire. Et même aujourd'hui, on tire notre nourriture en grande partie de la faune marine et terrestre. Peut-être que les régimes ont changé un peu au fil des ans, mais l'importance de la chasse et de la pêche n'a pas changé pour notre identité. Alors, les activités de chasse et de pêche sont essentielles pour notre sécurité alimentaire et aussi pour garantir notre style de vie, pour notre culture, notre langue. C'est pas nécessairement, c'est plus nutritif cette alimentation pour nous.
Qu'est-ce qui vient à votre esprit d'abord quand on parle d'aliments santé? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Aliments santé. Au Nunavik, on mange beaucoup d'aliments qui sont de chez nous. Et les aliments de chez nous sont de santé, comme du caribou, des oies des neiges, des oies sauvages, des hiboux, du saumon, des otaries, etc., des bleuets et toutes sortes de petites baies et de fruits sauvages qui font partie de notre alimentation traditionnelle. Ça, c'est notre alimentation santé. Notre environnement. Attendez. Notre environnement change déjà, mais les études montrent que les communautés de l'Est sont affectées par des contaminants assimilés et par des sources d'alimentation traditionnelles, des sources de PCP par exemple, qui béophényl, je ne sais pas comment le prononcer, et aussi par le mercure. On en a détecté dans cette source d'alimentation. Ces communs viennent pas de notre entourage immédiat, non. Ils viennent de beaucoup plus loin et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Si nous avons des contaminants déjà, qu'est-ce que va faire l'uranium en plus? Les exploitations minières sont un souci pour nous depuis plusieurs années au Nunavik. Et nos chasses et pêches sont affectés par ces activités. Ceux qui vivent dans des communautés proches des mines sont préoccupés, étant donné qu'on sait déjà que les activités industrielles au sud, ce que ça peut causer, ça a un impact sur l'environnement du Nord. Et imaginez pour nous qu'est-ce que ça représente, ce qu'on ressent maintenant par l'industrie de l'uranium. Au cours de la dernière décennie, on s'est intéressé au nord du Québec, à l'industrie de l'uranium. En 2005, le potentiel a été identifié dans la région de Dayton Lake, au sud de Kuujjuaq. En 2006, en 2007, l'augmentation du prix de l'uranium a augmenté le prix des territoires ici, près du parc national, qui est près de ma communauté. En 2007-2008, les concessions minières ont continué de s'accumuler près de Kuujjuaq et aussi proche de notre village, des terres de catégorie 1. En 2009, les opposants au développement de l'uranium près de cette île ont demandé un moratoire sur cette activité. En 2013, en 2014, le BAP et le Comité consultatif sur l'environnement a mené des audiences publiques sur l'industrie de l'uranium au Québec et aussi au Nunavik. Alors, voici les sites uranifères. Avant l'information avant la consultation et le processus de consultation ont eu lieu à Kuujjuaq et à Kunjunjuaq par le BAP et le KEAC. En 2014, la Corporation Makivik et le gouvernement régional Kativik, deux grosses organisations en Nunavik, ont présenté un rapport, un bref résumé de la situation à Montréal. Pendant cette consultation publique, des personnes, des communautés et aussi des organisations régionales ont exprimé leurs préoccupations sur l'exploration et l'exploitation de l'uranium, sur la vie sauvage et sur la sécurité alimentaire, la santé des personnes et le bien-être des communautés. Un sondage gouvernemental et d'autres rapports montre que le secteur près de Kuujjuaq a une concentration d'uranium très élevée et que ce sont
des terres qui sont aussi très importantes pour la chasse et la pêche. Selon les connaissances culturelles et aussi les risques associés à l'exploitation et l'exploration de l'uranium et la gestion des déchets, compte tenu du fait que les Inuits consomment toujours des résultats de chasse et pêche, nous sommes très préoccupés de la situation. Entre autres activités de consultation dans ce rapport, j'aimerais simplement vous mentionner ce qui suit. Étant donné que les Inuits comptent sur le gibier et aussi que ça peut avoir un impact direct sur la santé humaine, le risque de la production uranium et la chaîne de production ne sont pas bien communiquées et comprises. Les connaissances sont limitées et il y a beaucoup de contradictions qui existent. Alors, ça a été mentionné déjà pendant les ateliers qu'il n'y a pas suffisamment d'informations qui sont transmises aux Autochtones ou aux Autochtones de toute façon sur l'uranium. L'effet nocif et aussi le danger potentiel de l'industrie uranium doit être pris en considération. Les Inuits continuent de dépendre sur la faune qui constitue une grande partie de leur alimentation. Et le gibier, ce sont des gibiers qui font de la migration et toute contamination locale affectera toute la communauté et d'autres communautés aussi. On ne peut pas dire aux animaux, par exemple, les caribous, les oiseaux sauvages, « Ah, ce secteur est contaminé, ne passez pas par là ». Les Inuits continuent de compter sur le gibier. Il faut être très prudent sur ce qui va être fait. Voici notre position au développement de l'uranium actuellement. J'aimerais simplement souligner que la coopération Makivik et les Inuits reconnaissent l'importance du développement économique au Nunavik et l'industrie minière peut être un outil de développement économique et social, mais si ces activités sont faites de façon responsable et en respect des droits territoriaux des traités des Autochtones. En 2014, la Corporation Makivik a publié une politique sur l'industrie minière au Nunavik en soutenant le développement minier au Nunavik, mais celle qui est responsable sur le plan social et équitable aussi. Ça veut dire que les Inuits doivent tirer des bénéfices économiques de cette exploration. Et aussi, il faut que ce soit une exploitation qui vise aussi la restauration des sites et qui respecte le style de vie des Inuits, les droits des Inuits et aussi la Convention de la baie James et du Nord du Québec. Et aussi tous les traités ou les accords et les lois fédérales et provinciales qui respectent la protection sociale et l'environnement. En conclusion, j'aimerais citer un aîné de ma communauté qui a dit au BAP et au KE en septembre 2014, même si c'est dans l'eau et dans la terre, comme communauté, nous devons savoir ce qui se passe. On doit savoir la vérité de façon transparente, que ce soit à Kuujjuaq, à Qujantujjuaq ou ailleurs dans la région. Il faut participer activement au tout début des développements. On veut une transparence totale, surtout s'il y aura des enjeux pour les futures générations. Merci beaucoup. Accueillons Christine de Saskatchewan. Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je suis Kirsten Skansen. Je viens du nord de la Saskatchewan. Je suis de la nation Nihenta. Je viens ici sur le plan personnel. Je viens d'une nation qui a profité de l'exploitation minière de l'uranium. Nous sommes avons participé à cette industrie minière au nord de la Saskatchewan. Mais je suis solidaire avec les Autochtones du Nord. Nous avons aussi subi la contamination du territoire. Maintenant, ma nation a été touchée par l'uranium, les armes nucléaires, etc. Moi, on m'a demandé, un ami m'a dit, qu'est-ce que tu ressens? Tu viens d'une communauté qui est comme ça, qui a été touchée partout. Nous, on a 14 des 10 000 personnes qui sont employées dans l'industrie minière. Alors, comment répondre à ça? Parce que moi, j'y ai pensé, j'ai réfléchi, je me suis dit, moi, je crois, j'ai arrêté de réfléchir à ça il y a longtemps. Parce que si je réfléchis vraiment, je verrais tout le danger, je serais découragée. Alors, moi, j'aime bien écouter, partager avec vous, voir les problèmes et les enjeux sur l'exploitation minière de l'uranium. Et je veux vous donner une petite description de ma communauté, les impacts que ça a eu sur ma communauté et comment ça nous a changé. Nous avons cette exploitation depuis 50 ans maintenant. Au début, on avait la perspective de ça. On n'était pas très certain de quoi il s'agissait, à quoi on devait s'attendre. On savait que ça arriverait. On s'est renseigné et après quelque temps, on s'est opposé aux mines d'uranium et on l'a exprimé plusieurs fois, encore et encore. Nous avons eu du colonialisme pendant 300 ans. Dans les années 17 ans. Il y avait des pensionnats aussi. On a eu l'expérience de la dépossession de notre langue, de nos territoires. On nous a relégués à des réserves sur notre territoire et on a eu beaucoup de problèmes mentaux, spirituels, physiques et aussi beaucoup de violences sexuelles. Nous sommes des gens qui avons des traumatismes de tout ça. Nous avons des contacts avec l'industrie nucléaire depuis 50 ans et cette histoire coloniale a vraiment créé cette situation idéale pour le nucléaire. Dans les pensionnats, on disait aux enfants d'obéir et ça constitue une certaine violence. Honnêtement, ça a joué un rôle. On a recherché la justice pour le passé. On nous demandait on cherchait la justice. Et moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une situation particulière. C'est la commission nucléaire de sécurité nucléaire qui régit l'industrie nucléaire au Canada. On fait affaire avec eux quand ils donnent des licences à des mines, etc. Je pense que j'oublie de tourner les pages. Et le gouvernement et les agences de réglementation, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a une structure un peu coloniale. Dans les années 1800, avec la loi aussi sur les Indiens. Ensuite, il y a eu des systèmes de bandes, conseils de bandes, et les chefs de conseil qu'on connaît aujourd'hui, ce n'est pas des structures traditionnelles. On n'avait pas traditionnellement un chef. On avait une personne. Il n'y avait pas un dictateur de tout ce qui se passait dans la communauté. Non, on avait vraiment un système de leadership organique où les personnes, selon leurs compétences, participaient ou redonnaient leur communauté. On avait un leadership un peu à tour de rôle où il y avait des gens qui prenaient, qui étaient spécialisés dans les connaissances traditionnelles, dans les familles. Et quand,
Ça, c'est un nouveau mot ici au Okanagan. Ça a été créé dans les années 1800. Ça montre en quelque sorte, c'est une analyse politique détaillée et aussi un petit peu d'humour là-dedans parce que Okanagan, c'est un mot qui désigne un leader et le suffixe, ça montre quelque chose qui est faux. Un masquois, c'est un ours. Un Masquagan, c'est un ourson. Alors, quand on dit Okanagan, alors c'était pour reconnaître le fait qu'il y a, on sous-entend que ces chefs, surtout par rapport au bien-être à long terme de la nation, il y avait une petite touche de scepticisme. Et je pense que cette commission de sécurité nucléaire, on le reconnaît, la façon dont il fonctionne, c'est basé sur le fait qu'ils imposent un système qui enlève le pouvoir de ces gens. Ils ne peuvent pas prendre des véritables décisions, surtout en ce qui concerne leur terre. Merci, Dale. C'est vrai, ça joue un rôle. Et en plus de certaines corruptions financières de la part du gouvernement, qui aussi par les sociétés minières. Donc, le processus de réglementation qui a lieu, dans des audiences, dans des rencontres, et ça doit être sous forme de consultation. Vous voyez, on connaît tout ce processus, mais idéalement, des consultations, ce sont des processus où il y a un échange, un lien idéologique, où il y a beaucoup de respect de part et d'autre. Je pense que cette idée de consultation, ce que ça devrait être, le gouvernement fédéral espère vraiment que les gens croient dans ce processus. Et à mesure qu'ont eu lieu les consultations ont eu lieu dans ma communauté et ailleurs, et aussi dans les autres communautés, le veto autochtone ou la possibilité des Autochtones de s'opposer et de faire respecter leur point de vue. Dans ce contexte, ça ne s'est jamais produit. Nous, on lutte contre ça depuis 60 ans. Et pendant tout ce temps, toujours, on a soulevé notre opposition. Et il y a évidemment plusieurs étapes. Dans le cadre, il y a des étapes, par exemple, la préconsultation, l'analyse, le processus de consultation de la couronne et la mise en place et le suivi. L'analyse pré-consultation, et c'est un processus où le gouvernement recueille toute l'information et les documents. Dans ma communauté, ça avait l'air de quoi? Bon, moi, je cherchais de l'information sur des projets. Il y avait un cartable derrière une salle et nous, on avait un mois. Alors, pour 10 000 personnes, un cartable. Le processus de consultation de la couronne, c'est une situation où on réunit les parties, les préoccupations des Autochtones sont écoutées. En fait, écoutées, oui, écoutées. Aménagement, c'est un processus au cours de la consultation où s'il y a suffisamment de volonté politique ou suffisamment de résistance, le gouvernement va essayer d'aménager certaines mesures pour contourner cette résistance. Ils sont en grande partie inefficaces. C'est la forme, par exemple, ça prend forme de certains trappeurs peuvent garder leur ligne de trappe près de la mine, mais la mise en œuvre est suivie. Ça, c'est la lettre où on dit, bon, ben, ça va être appliqué. La consultation comme processus est très important dans les provinces canadiennes et il prévaut sur tous les droits juridiques. Et ça, on l'a vu très souvent aux Nations unies, tout type de déclaration internationale aussi qui a été produite. Dans chacune de ces situations, le Canada a dit, bon, on a un problème avec consentement libre et éclairé et préalable. On préfère utiliser la consultation comme cadre juridique. Alors, nous, on a cette situation où il n'y a pas vraiment de processus de décision du côté des Autochtones, simplement pour vous le dire. Et il y a plusieurs traités
qui constitue le cadre légal sur lequel on devrait compter. C'est un plan, donc, ici, pour un cadre légal. Il y en a 36. Et au centre de la Saskatchewan, moi, je viens d'une zone du traité 6. Le traité 10, c'est dans le nord, et le traité 8. Tous ces traités sont des ententes où chaque partie a des responsabilités. Évidemment, la priorité, c'est le respect de la terre. Une aînée que je connais a dit que sa famille, lui, avait dit, nous, personne n'a la capacité ou le droit de détruire le territoire. Donc, on n'a jamais donné ce droit à d'autres. Et ça jouait un immense rôle dans les droits traditionnels sur notre territoire. Nous avons, ça fait 60 ans qu'on résiste en 85. Dans le premier exemple d'action directe, on a fait un barrage de route, 150 personnes ici. Ça a duré pendant 4 jours et ça s'est terminé seulement parce que la société minière de l'uranium a accepté de rencontrer les chefs du Nord. Il y a certaines leçons qu'on a tirées de tout cela. Il y a aussi un certain nombre de transformations aussi qui ont eu lieu à la suite de ça dans le nord du Saskatchewan. Maintenant, on voit une augmentation dans la manipulation des messages, une augmentation aussi dans l'absence de véritable information scientifique qui nous est présentée dans le Nord. Et il n'y a pas, ou en fait très peu d'échanges ou de discussions réelles dans le Nord. Certains amis et moi, on a organisé des ateliers sur les déchets nucléaires dans le Nord. Je ne trouvais pas d'édifice qui voulait nous accueillir, à moins qu'on paye très cher. Ou payer quelqu'un pour nous donner une salle. Voyez un peu la culture. Je pense que, franchement, c'est très épeurant, mais aussi, il y a l'aspect économique, le côté économique de ces projets dans le Nord. Les sociétés aussi ont vu que c'était nécessaire d'employer les Autochtones dans le nord de la Saskatchewan pour, encore une fois, réduire un peu cette résistance. Si les gens disent « Ah, c'est une bonne chose, il y a beaucoup d'Autochtones dans les mines, c'est bien, 1400 qui travaillent là. » Oui, c'est bien, c'est une stratégie quand même de la part des compagnies minières pour réduire la résistance. Quelques mots pour les cris de Mistissini. Je veux leur dire d'abord que nous sommes très, très heureux de votre position. Vous avez créé un précédent moral énorme. Moi, je ne peux pas parler au nom des gens de la politique, mais des gens de la base. Nous, on vous appuie et on est très heureux. Vous avez notre appui total. Merci beaucoup. Lorraine Rackmans d'Ontario. Thank you. Merci. I just introduced myself. Je viens de me présenter à Anishinaabe et je n'ai pas oublié mon nom spirituel. Je le mentionne toujours quand je m'adresse aux gens. Merci aux organisateurs aussi. Merci à tout le monde, tous ceux qui sont ici. C'est un honneur pour moi. Je suis très, très heureuse d'être ici sur le territoire traditionnel des Hurons-Wendat pour discuter de cet enjeu très important. Moi, je viens de Elliott Lake. J'ai grandi, j'ai été élevé là. Mon père travaillait dans des mines d'uranium. J'ai un frère aussi aîné qui a travaillé là. Et moi, je me suis fait les dents comme jeune journaliste sur l'enjeu du nucléaire. Je faisais des reportages sur les accidents nucléaires
et les mines d'uranium. Comme jeune femme, j'ai eu cette expérience, les traumatismes, les abus, la violence, les harcèlements. On m'a donné des coups de poing, j'ai presque été étouffée, on m'a appelée pute parce que je parlais contre l'industrie nucléaire dans une ville où il y avait 3500 hommes qui travaillaient sous terre pour des deux grandes sociétés. C'est un honneur pour moi d'être ici devant vous comme survivante de ce traumatisme intergénérationnel dont Christine a parlé, et survivante aussi du colonialisme corporatif, du racisme, des abus, de la violence, des maladies qui ont été amenés dans ma communauté par l'industrie nucléaire. Je veux parler des coûts socio-écologiques de l'uranium. Moi, je suis venue ici et j'avais une petite diapo sur les 10 principales raisons de ne pas vouloir de mine d'uranium. Mais il ne faut pas que je cache les expériences à Elliott Lake avec 16 millions de tonnes de déchets qui ont détruit 10 lacs. Les déchets ont été déversés dans les lacs sans être traités et c'était découvert, c'était laissé là pendant des décennies. Sa communauté, le bassin versant de la rivière Serpent. Cette région relève d'un traité et il y a une entente de coexistence dans cette région et aussi de partage. Alors, je veux aussi vous parler du coût pour l'avenir qui n'ont pas été calculés encore. Le coût de violer des ententes internationales entre deux nations qui ont décidé de coexister, le coût de la terre qui a été enlevé aux générations à venir, le coût de l'eau qui a été enlevé des générations futures. Des pays comme le Canada vont réaliser le coût associé à la violation de ces ententes juridiques internationales. Quand on parle des aspects économiques des mines d'uranium et de l'industrie nucléaire, on n'a même pas effleuré la pointe de l'iceberg. Si on tient compte du fait que quand les Autochtones, les nations sont organisées, peuvent lancer des campagnes ou aussi sur le plan de l'indemnisation pour avoir violé ces traités, ce serait astronomique, ces coûts. L'autre sujet sur la protection de l'environnement, la résistance, la lutte, les gens sont encore emprisonnés dans ce pays-ci. Vous savez, Bob Loveless, qui a passé 6 mois en prison pour avoir protesté contre l'exploration d'uranium à Sharbot Lake. C'est difficile pour moi d'être ici aujourd'hui. Je pense que la première chose que j'ai entendue ce matin quand je me suis réveillée, j'ai entendu parler de la jeune femme qui a été débranchée d'un système de respiration après avoir été battue. Après avoir eu cette histoire, j'ai vu les traumatismes. Je les ai observés autour de moi et j'ai vu cette violence contre les femmes aussi et contre la mère Terre. Moi, je vois une relation entre les deux. Vous savez, entre l'instabilité mentale et Hélène a parlé de folie. Je suis plus gentille. Je dis que c'est une maladie mentale qui fait que les gens détruisent l'environnement, qui détruisent la mère Terre et qui détruisent aussi les femmes. Je veux simplement l'exprimer ici comme ça pour que vous sachiez un peu qui je suis, d'où je viens, ce que j'ai vécu, ce en quoi je crois et ce qu'on a souffert. J'aimerais que ce symposium reconnaisse la force, le courage, la ténacité et les défis que toutes les femmes autochtones ou toutes les femmes qui doivent faire face à cet enjeu, ce qu'elles doivent souffrir. Et j'aimerais que vous le reconnaissiez.
Maintenant, mes diapos. De David Letterman, comme il faisait, j'aimerais parler de cette situation où je vois. C'est un panel du fédéral qui a décidé de retirer du service ou d'avoir une évaluation environnement sur le retrait des services des démantèlement des mines. Bon, ils ont dit qu'ils mettraient de l'eau pour recouvrir les résidus et qu'ils allaient contrôler les écoulements. Alors, le déclassement d'une mine, c'est pour l'éternité. Il n'y aura jamais une solution finale. Il n'y a jamais y avoir aucun risque. Aucune mesure prise. Ils appellent ça des bassins existants. En fait, c'était des lacs complètement remplis de déchets. L'évaluation environnementale ne tenait même pas compte de la façon très cavalière dont l'industrie minière a fonctionné avant même de gérer ses déchets au début des années 50. Des effluents non traités. Ils ont dit qu'on n'a pas de balle de cristal. On ne peut pas prévoir la relation environnementale qui va faire en sorte qu'on va voir les effets. Ça, c'est des scientifiques qui disaient que on n'a pas de boule de cristal. 160 millions de tonnes de déchets, des métaux lourds isotopes et aussi des sulfides acides. Donc, le régime de gestion, c'est de garder les déchets enfouis sous l'eau et traiter les effluents acides qui s'écoulent avec le limon. En fait, écoutez, c'est ce qu'on voit, donc. Deuxième raison, contrôler le démantèlement, les sites de déclassement ou de démantèlement, ça coûte cher. À Illinois Lake seulement, c'était 55 millions de dollars qui ont été dépensés pour le démantèlement initial. Quelqu'un a dit au début à la conférence, je pense que c'est Paul Robinson, que le travail a été en grande partie fait avant le début de l'évaluation environnementale. Donc, cette évaluation a été manipulée en quelque sorte. 750 000 $, c'est ce qui a été dépensé par Denison Environmental Service, la compagnie qui a créé les déchets, a créé une compagnie de surveillance environnementale qui a contrôlé ces déchets. Voici une photo de la région. Vous voyez l'aspect. Et c'est le travail pour déclasser la mine. Voyez, si l'assurance ne couvre pas les coûts de dommages, si le barrage se brise, la province, l'Ontario, le gouvernement du Canada a une assurance pour tous ces cas. Donc, dans le climat actuel, on ne sait pas comment ces résidus vont se comporter, vont se réagir au changement climatique à l'avenir. Il y a aussi un point important, c'est que ça, c'est situé sur des failles très importantes le long du lac Huron. La faille Flack Lake et la faille Huron. En d'autres travaux, il y a 86 barrages et le panel sur l'évaluation environnementale a dit que on ne dit pas si le barrage brise, mais il s'agit de savoir quand elle va briser. Alors, pour ce coup-là, toute la vigilance nécessaire, le contrôle pour garder en état ces barrages. Il y a eu un incident où Bill Hur a décidé de construire son propre barrage et il y a eu un déversement là où il y avait une communauté qui utilisait la montagne comme pente de ski. Et aussi, bon, troisièmement, il y a une grande consommation d'eau. Pour les scientifiques ici dans la salle, moi, j'espérais toujours avoir un chiffre sur la consommation totale d'eau de cette industrie dans le monde. Si on pouvait mesurer l'eau utilisée, on a perdu un bassin versant. On avait
Alors, on a 10 lacs en moins. Moins la couverture d'eau et aussi d'autres systèmes comme le lac Huron et aussi l'eau consommée par les réacteurs. Bon, alors, voyez, c'est l'inconnu, tout ce qui a été consommé en eau et ce qui a été perdu. Les normes ne sont pas uniformes d'une province à l'autre ou d'un pays à l'autre. Vous voyez, toute l'Organisation mondiale de la santé, tous les organismes, Santé Canada et aussi les affaires autochtones, je n'ai pas ajouté, mais dans ma communauté, nous sommes dirigés par la loi sur les Indiens, donc nous avons différentes normes par rapport à ceux qui sont dans des municipalités. Même si on tire notre eau du même système, les municipalités ont des usines de traitement des eaux, mais les communautés autochtones, non, parce que nous, alors là, on utilise davantage d'eau contaminée. Voici un exemple entre la radiation et l'eau entre la Commission de sécurité nucléaire et Santé Canada. Ça, c'est un peu bon. Qu'est-ce qu'un nanogray par seconde? Et voyez ici, les données, on ne les comprend pas. Nous, le problème qu'on a, nous sommes des gens ordinaires. On lit l'information, vous voyez les niveaux de radiation. Et ça date de 2014. Et il y a 200 nanogray par heure et une pointe à 2700 NGY de l'heure à cause des résidus des mines d'uranium. Voilà l'information que je ne peux pas interpréter, moi, mais ça n'a pas l'air intéressant. Ça n'a pas l'air rassurant. L'impact sur la santé, cancer des poumons, alors des choses qui ont été identifiées il y a longtemps. Les normes sont très en retard en Ontario. Voici mes fils. Alors, c'est un mémorial pour les mineurs à Elliott Lake. Tous ceux qui sont morts à la suite de maladies reliées aux mines d'uranium, mon plus jeune, Christophe, à gauche, et Joshua et sa fille, ma petite fille, Faith, qui va au mémorial où est le nom de mon père. Il est décédé. Il était pauvre. Et il a été incinéré. Nous n'avons jamais eu de cénotaphe. Nous n'avons jamais eu de monument. J'ai dit, papa, je me dis, tu as le plus gros monument de la ville. Alors, j'espère que ça va rester toujours et que personne ne va l'oublier. Alors, en termes de santé, les médecins qui menacent, j'ai applaudi les médecins de cette île qui ont pris cette position. L'uranium contribue à l'insécurité mondiale, les réacteurs, plutonium, etc. La plupart de l'uranium est exporté, c'est même pas pour la consommation ici au pays. Et ça dévaste ravage les écosystèmes et les bassins versants. Pour toujours, on ne peut plus utiliser cette terre. Voici la réserve Serpent River et le bassin versant. Vous voyez où sont les résidus et les mines. Numéro 9. Quelqu'un en a parlé cette semaine et j'étais heureuse de l'entendre. On a dit que se confier sur cette vieille technologie archaïque et dangereuse nous enlève cette vision d'avoir un avenir meilleur. Et si tout le monde ici dans la salle, si on n'avait pas à lutter contre l'énergie nucléaire, qu'est-ce qu'on faisait? On ferait de l'art, de la musique? On ferait un câlin à la planète. Une dernière diapo. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 1954? Rien. Toujours la même chose. La même vieille technologie de gestion des déchets. Numéro 10, c'est une violation des traités et des droits des Autochtones. C'est un rapport sur l'impact des Autochtones par le développement.
et les décisions de la Cour suprême du Canada. Voyez la jurisprudence et on parle des coûts qui n'ont pas été évalués non plus pour l'avenir. Et voilà, deux hommes très intelligents, Frank Zappa et Einstein. Frank Zappa dit on ne peut pas être... ça aide d'avoir une bière et une berbe et des armes nucléaires, mais au moins, il faut pas avoir une barbe. Voyez ici Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose encore et encore et de s'attendre à des résultats différents. Merci. Et maintenant, le mot de la fin avec The final word with Ghislain Picard, Regional Chief of the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador. Kwejgi de Donald Mitchell. Tu pourras non, Mac, tu te muscades non. Nulden Marouya Pish Tibi moi de ti Tvad Mustad Wat Dan Hegabuyat Neshpesh Metsugodan Assi Maar Goshkat Edutman de Meshkot Chigana Hnu de Gut Susan Tande Willow Sminagonot Punoga Hagalzi Imwatmarim Stiabatat Chewan. So I'm the one. C'est moi qui va parler français. Eh oui, c'est moi. En fait, j'ai commencé dans la langue Innu parce que extrêmement important de reconnaître ce que nous sommes comme peuple. Et c'est beaucoup l'identité. Notre identité, c'est beaucoup donc nos langues, mais c'est beaucoup aussi nos territoires. Et je voulais commencer surtout en remerciant la nation Huron-Wendat qui nous accueille cette semaine sur son territoire et qui reflète aussi une façon de faire qui est millénaire, c'est-à-dire nos valeurs d'hospitalité et d'ouverture. Et je veux encore plus particulièrement souhaiter la bienvenue et I especially want to welcome. J'aimerais souhaiter la bienvenue aux frères et sœurs des autres nations autochtones de partout dans le monde qui participent aux séances cette semaine, que c'est très, très important pour l'avenir de nos nations. Je veux aussi, Je veux aussi remercier Matthew Kuncombe de la Nation qui a participé aux discussions ce matin. Nous, pour ceux qui s'y connaissent en géographie, le territoire Innu est à l'est du Québec. C'est toute la péninsule du Québec-Labrador, 12 communautés, 11 communautés Innu plutôt, qui chevauchent deux juridictions, le Québec et le Labrador-Terre-Neuve. Notre territoire est le Nitassinan, notre terre. Innu veut dire être humain, comme dans la plupart des langues autochtones au Canada, et je suppose à l'échelle de la planète. J'aimerais tout d'abord préciser que pendant que je suis ici avec vous, nous avons une délégation de ma nation, 3 chefs et quelques représentants qui sont présentement en Europe, pour tenter de mettre de la pression sur
la multinationale Rio Tinto, vous la connaissez, afin qu'elle répare les dommages causés au Nitassinan. Dans ce cas-ci, le minerai précieux exploité a été le fer. Ce qui a fait dire à un de nos leaders que son territoire est aujourd'hui le plus grand terrain de golf au monde. Avec les trous laissés par les minières suite à l'exploitation entre les années 50 et 80. C'est un exemple, un bon exemple, et il y en a d'autres. Un exemple surtout de résilience de nos peuples et aussi notre intention de changer les perceptions et de mettre au défi l'idéologie colonialiste qui persiste encore aujourd'hui à travers les politiques canadiennes qui touchent nos peuples. Beaucoup de choses ont changé depuis près d'un siècle, à une époque où découvrir des peuples et des territoires était encore chose courante et applaudie. En 1923, un leader Mohawk, le chef d'Escahé, demandait à la Ligue des Nations de l'époque de reconnaître nos peuples, de reconnaître leur statut de nation et de reconnaître leur forme de gouvernance. Aujourd'hui, près d'un siècle plus tard, qui l'aurait cru, nous avons une déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones. Le chef d'Escahé serait fier. Aujourd'hui, même la doctrine de la découverte est maintenant révolue. Même si certains continueront à le nier. Je suis ici aujourd'hui comme chef pour l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, 10 nations, 43 communautés, pour confirmer notre appui à la déclaration conjointe contre l'exploitation de l'uranium. La traduction, un petit délai, hein? Nos positions collectives, comme nation, remontent à 2003, alors que nous prenions position sur le nucléaire, autant sur la question de la gestion des déchets nucléaires que la réfection de la centrale Gentilly au Québec. Nous avons toujours été catégoriques que l'exploration et l'exploitation de l'uranium n'est pas une option. L'uranium n'est pas un risque acceptable. Les impacts sociaux et environnementaux dépassent de très loin les avantages économiques. Nous savons que pour chaque tonne d'uranium, il y a des milliers de tonnes de déchets miniers qui, comme on le sait, demeurent toxiques et radioactifs pendant des milliers d'années. L'exploration et l'exploitation de l'uranium représentent une menace directe au mode de vie de nos peuples. Mais l'argument le plus puissant est encore et sans doute celui dont fait état la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones à travers ses 46 principes. La Déclaration confirme que pour tout développement sur nos territoires traditionnels, le premier principe qui s'applique est celui du consentement libre, éclairé et en connaissance de cause. Free, prior and informed consent. Ce principe s'ajoute au contexte particulier et spécifique qui s'applique à nos peuples. Plusieurs d'entre nous sommes toujours détenteurs d'un titre sur le territoire.
Sinon, plusieurs d'entre nous sommes signataires d'un traité qui garantit également des droits qui ne peuvent être revendiqués que par nous. Un autre contexte particulier est celui que la Constitution canadienne reconnaît nos peuples et leur reconnaît des droits issus de traités et ancestraux. Cependant, il faut aussi comprendre que nos peuples ne sont pas opposés au développement. Nous appuyons des projets qui sont responsables, qui tiennent compte de nos droits et surtout qui garantissent l'équilibre nécessaire entre la protection du Nitassinan ou de nos territoires ancestraux et une économie qui permet de nous défaire de la dépendance étatique, un souhait propre à l'ensemble de nos nations. Dans le contexte de la filière uranifère, nos chefs, nos nations, dans le respect de leur autonomie, ont convenu collectivement de rejeter l'exploration et l'exploitation de l'uranium. De plus, en raison du potentiel radioactif des métaux rares, nos leaders ont pris l'engagement, il y a à peine quelques semaines, d'inclure dans leur position l'exploitation des terres rares qui représente la plus récente position par nos leaders. As governments, Comme gouvernement, de toute évidence, on se retrouve dans une position où il faut trouver des façons de faire participer le gouvernement. Alors, nous souhaitons, comme Première Nation du Canada, de trouver les conditions les plus honorables de faire participer le gouvernement du Québec. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes au courant que ça fait qu'1 an qu'on a un nouveau gouvernement au Québec, celui de M. Couillard, et on essaie de décrire quelles seraient nos conditions appropriées pour participer. Nous avons participé à un processus que nous avons mis en place et nous devons faire aussi des évaluations environnementales. Nous avons fait plusieurs représentations à l'Assemblée nationale sur plusieurs sujets qui touchent nos peuples. Et nous, malheureusement, nous nous trouvons dans une position où toujours nous devons renseigner de nouveau, sensibiliser les politiciens. C'est jamais agréable. C'est toujours frustrant aussi. Mais nous sommes engagés comme nation à faire tout ce qui est nécessaire pour que les gens comprennent notre position et pourquoi on prend la position qu'on a décidé de prendre. Nous sommes certains que le gouvernement de M. Couillard acceptera les conditions que nous avons présentées pour pouvoir participer. Voilà le processus dans lequel nous sommes engagés actuellement. En terminant, je me reporte simplement à une réflexion, une pensée d'une aînée qui m'a parlé il y a quelques années quand je voyageais avec lui. Et il regardait autour, il a dit, en regardant la terre, mais il m'a dit, le Créateur a dû avoir beaucoup de confiance en nous comme Autochtones. Il nous a fait confiance pour prendre soin de la mère Terre. Et on l'a fait pendant des années. Maintenant, regarde ce qu'ils ont fait en quelques siècles seulement. Merci. On a le temps pour 2 questions. We have time for 2 questions. Si vous avez des questions, on peut en prendre 2. Allez au micro, s'il vous plaît.
Merci à la nation Huron-Wendat aussi pour l'accueil. À la nation Cri pour tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'elle a fait. My question is really simple. J'ai une question très simple. Étant donné qu'il y a des leaders, il y a des femmes leaders, il y a des hommes leaders, mais je pose une question au présentateur. Comment vous sentez-vous sur les femmes? Le Conseil des femmes saisit des questions du jour avant les hommes. Quand il y a un enjeu très sérieux, sur quelle que soit la question, ça peut être scientifique, économique, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi sur le plan social, ou même politique internationale. Si le Conseil des femmes en est saisi une journée avant le Conseil des hommes, c'est-à-dire le Cercle des femmes, prend connaissance de l'enjeu d'abord. Et sans ingérence de la part des hommes, si elles présentent leur compréhension aux représentants des hommes, est-ce que vous savez, pouvez-vous en faire des commentaires comme leader régional, comme femme engagée? J'aimerais avoir vos commentaires à ce sujet. Alors, il faudrait que les femmes en prennent connaissance d'abord. Oui, dans un atelier cette semaine, j'en ai parlé. La structure de gouvernance et la réalité dans laquelle on vit aujourd'hui. On vit en vertu de la loi sur les Indiens. On a des institutions coloniales qui sont intégrées. Et à l'extérieur de ça, on a des, comment on appellerait ça, des structures ou enfin des structures culturelles plus informelles, pardon. Mais c'est tout à fait non officiel. Et on envoie des messages aux sociétés qui font des consultations. Une des choses qui me trouble sur la gestion, les organisations de gestion de déchets, c'est une société, une corporation, et que nous, comme Autochtones, on veut des relations de nation à nation. Il devrait y avoir un appui pour créer ce système de gouvernance locale pour qu'on n'ait pas cette incohérence, parce qu'on n'a pas de véritable démocratie au Canada. Ce système démocratique ne fonctionne pas pour les groupes colonisés. Ça ne fonctionne pas, le système de conseil, de chef. Ça divise dans notre communauté. Et il faut réimaginer les structures de pouvoir, réintégrer ce pouvoir dans nos communautés. Dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos présentations. Une des poursuites importantes, c'est évidemment l'héritage culturel des familles qui sont coupées, des groupes. Il y a un livre qui a été rédigé. Lorraine aussi a des choses, aussi des souvenirs qui est en voie d'être édité. Quelles sont les façons, en d'autres mots, comment on peut faire de façon efficace pour garder ces mémoires, ces irréplaçables mémoires que vous avez, qui sont des pertes culturelles permanentes? Merci pour votre question. Dans le nord de la Saskatchewan, on est très loin des villes. Et encore, on est très fort et notre culture basée sur la terre est très forte. Ma communauté n'est pas directement là où sont les sites miniers, mais nous avons la chance de pouvoir continuer nos traditions. Je sais ce que vous voulez dire. Bon, l'information et tout ça, on a des choses qui sont difficiles à trouver. Moi, j'ai fait de la recherche et souvent, j'ai de la difficulté à trouver des livres et des documents. Oui, c'est vrai, c'est difficile. On n'a pas cet héritage qui est écrit, mais soyez sûr qu'il y a beaucoup d'échanges
entre les jeunes et les aînés. Et les jeunes au nord de la Saskatchewan participent vraiment. Il y a de plus en plus de gens qui se parlent. Et comme je l'ai dit, notre langue est très forte là-bas. Moi, je ne parle pas cri. La plupart de mes amis parlent. Et beaucoup de Dene aussi parlent de Dene. Il y a des gens qui font de trappe, la chasse, la pêche. Et c'est transmis. S'il y a une résistance spirituelle, en fait, probablement, eux, ils vont transmettre cet héritage. Alors, dernier commentaire de Lorraine. Sur Serpent River, on est là depuis des temps immémoriaux. On était là avant les mines, avant les dépôts de déchets. C'est ma terre. C'est un héritage. C'est un héritage qu'on a. Notre rôle comme Autochtones, c'est de surveiller cette mère-terre et ce patrimoine. On a été exclus des évaluations environnementales. Le système de contrôle a été pris en charge par les compagnies. On ne leur fait pas confiance. Et à un moment donné, ils vont quitter. Et le défi dans l'investissement de la technologie pour aider notre communauté, pour vivre et aussi pour prendre soin de notre communauté à cause du désastre qui a été créé. On a un droit inaliénable de vivre sur notre terre comme autochtone, mais aussi on a une responsabilité inaliénable de répondre à notre devoir. S'il s'agit de nettoyer le chaos qui a été créé, on n'a pas le choix. Mais nous, ce qu'on a besoin, on a besoin des ressources et la capacité nécessaire. On a besoin de formation et aussi l'argent pour le faire. Je veux répondre à la première question qui a été posée concernant le projet sur l'uranium. Le leadership à l'époque, les gens du conseil ont décidé de faire participer les associations de femmes, le conseil des aînés, le conseil des jeunes pour avoir l'information des promoteurs de projets. Toutes les décisions faites par le conseil, on a fait participer tous les gens, les femmes et tout le monde, et on a pris compte de leurs considérations et leurs commentaires à l'époque. Vous êtes le premier à vous être levé, alors je vous laisse un commentaire pour le monsieur de Mistassini. C'est clair au sujet de l'uranium. Vous avez dit au sujet de la durée des déchets. Certaines personnes disent est-ce que ça va durer longtemps? Non, simplement pour vous dire que c'est pas une question d'opinion. C'est une loi. C'est la loi des matières, la même loi sur la nature, sur les choses de la vie. Alors, ce n'est pas une opinion, c'est une loi, la loi de la nature. Ces déchets vont être là pour toujours, éternellement, essentiellement. C'est ça que je voulais dire. Merci. Alors, des petits commentaires de Hugo Lapointe. Très, très rapide, oui, oui. Nous, on a un mot pour l'uranium qui est l'atso dans ma langue. On n'a pas d'argent pour le capitalisme, l'argent, l'exploitation, et ça, on n'a pas de mot. Est-ce que vous avez aussi un mot pour l'uranium? Et on pourra en parler de toute façon pendant le repas du midi. Est-ce que vous avez un... Nous, on nous l'a dit avant le colonialisme, qu'il y avait un mot pour l'uranium. Oui, on a un mot. Ça s'appelle Kaskatweet-Pico. Et on a un mot pour l'argent. Et on a un mot aussi pour les Blancs.
Et je me suis toujours demandé pourquoi ils riment, pourquoi ils se ressemblent, ces mots-là. C'est trois mots qui se ressemblent beaucoup.